Dans les couloirs de la centrale de Fukushima, dévastée 3 ans plus tôt par le tsunami, aucun humain ne peut survivre plus de quelques minutes. Pendant tout ce temps, les robots déployés par les Américains n'ont pas pu résister ni à la fournaise, ni aux obstacles de ce labyrinthe mortel. Pourtant, c'est un robot 100% japonais qui, ce jour-là, va révéler au monde ce qu'il se trouve dans le réacteur numéro 1. Vision saisissante de l'ennemi invisible, une radioactivité telle que le robot ne reviendra pas sain et sauf. Mais peu importe. Encore une fois, c'est cet être technologique dont on voue presque un culte qui doit protéger l'archipel de l'atome. Car 56 ans plus tôt, rien n'avait pu éviter les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Une tragédie et un traumatisme national qui va rapidement transiter par la culture et notamment la science-fiction. Bienvenue dans les angoisses et les espoirs du peuple japonais où robots, monstres et technologies serviront de catalyseur à la peur de l'atome. « 7h45, le 7 août 1945. C'est à cette heure que la bombe a frappé Hiroshima, une ville côtière sans véritable importance stratégique. Aujourd'hui, seulement un bâtiment reste témoin de cette déflagration qui a fait entre 100 000 à 200 000 morts. Une semaine plus tard, ce sera le tour de Nagasaki. L'Empire du Soleil Levant capitule, mettant fin à un conflit de 6 ans. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais accusent le coup mais sont dans la voie de la reconstruction. Personne n'ose encore aborder le terme du nucléaire, encore terrifié et choqué par les images des survivants et des destructions de la bombe. La science-fiction japonaise est pratiquement inexistante et son fer de lance, Junza Uno, considéré comme le père de la SF dans l'archipel, finit dans la prostration comme des milliers de Japonais avec lui. Il faut dire qu'à part l'œuvre de Jules Verne, qui est arrivé dans l'archipel en 1870, et la revue Shinsenen, le genre intéresse peu les Japonais. Pourtant, c'est bien un auteur de génie qui va essayer de faire oublier cette période de dépression nationale avec un conte à la Pinocchio, Astro Boy. Osamu Tezuka, surnommé le Walt Disney japonais, comme tous les Japonais, a été marqué par la guerre. Ainsi, il échappe de peu à la mort à Osaka, lors d'un bombardement américain dans une usine où il travaillait, voyant tous ses camarades disparaître dans les flammes. Un moment marquant et qui renforcera son caractère pacifiste. Après le conflit, et en parallèle de ses études de médecine, Osamu Tezuka dessine des mangas et aura son premier succès en 1947 avec une adaptation libre de L'Île au Trésor. Son succès soudain vient surtout de la maîtrise de l'artiste pour les cadrages et les mouvements de vitesse dans ses cases de manga, révolutionnant le dessin japonais qui était alors trop sage avec des personnages en plein pied, centrés. En 1951, Osamu Tezuka crée le personnage d'Atom Tetsuya dans son manga Captain Atom, un robot chargé de régler le conflit entre des aliens et les humains. La sauce prend immédiatement auprès des jeunes lecteurs du magazine Shonen, alors abreuvé de propagande nationaliste. Un an plus tard, Astro Boy a droit à son propre manga, un robot à la forme enfantine qui combat d'autres robots et menace envers l'humanité. Fabriqué par un scientifique qui a perdu son fils dans un accident de voiture, le petit robot deviendra rapidement une idole pour les baby-boomers japonais. Dans le dessin, le jeune mangaka affuble le héros de yeux très grands, directement inspirés des films Disney qui deviendront la norme dans l'univers du manga. Mais la particularité d'Astro Boy est saisissante car le robot est animé grâce à un cœur atomique. L'atome, qui représente l'horreur au Japon, est ici le cœur du pouvoir de ce super robot qui lui permet de voler ou de tirer des rayons laser. Ce n'est pas un hasard car le Japon veut prendre sa revanche sur cette énergie maudite. Car dès le début des années 50, de nombreux scientifiques prônent pour le développement du nucléaire civil pour dépasser son statut de victime. Surtout pour que le Japon survive, ne pouvant ni compter sur les énergies fossiles peu présentes sur l'archipel, ni sur les infrastructures énergétiques détruites pendant la guerre. En tout cas, la question fait débat. Mais Astro Boy aborde avec insouciance l'utilisation de cette énergie
Au-delà de la volonté de son créateur, qui expliquera qu'il n'a jamais voulu que son héros soit le fer de lance de l'industrie nucléaire. Astro Boy de Tezuka se veut jeune et frais, tout comme la volonté de développement scientifique du pays. L'œuvre aura encore plus d'impact quand elle deviendra le premier animé de l'histoire en 1963, un succès retentissant qui érigera le manga et l'adaptation télévisée en nouvelle culture populaire. Mais revenons un peu en arrière. En 1954, les armées américaines quittent l'archipel et le Japon veut redevenir maître de son destin. 200 millions de yens sont alors débloqués pour le développement du nucléaire civil. Pourtant, la bombe nucléaire est encore crainte, surtout que les Américains procèdent régulièrement à des frappes de test dans le Pacifique, ne connaissant pas encore les conséquences de leur acte sur la faune et la flore. Le cinéma va alors s'emparer de ce sujet brûlant pour faire passer un message, cette fois-ci de crainte et de sensations fortes: Godzilla. Les studios Toho souhaitent depuis quelque temps s'inspirer des films catastrophes qui cartonnent à Hollywood. Le producteur Tomoyuki Tanaka va d'ailleurs s'inspirer d'un succès de l'année précédente, Le Monstre des Temps Perdus, qui parle déjà d'essais nucléaires qui auraient réveillé une bête préhistorique. Tanaka confie la réalisation à Ishiro Honda. Pour le nom du monstre, Godzilla, c'est la contraction du mot baleine pour l'origine aquatique et de gorille, directement une référence à King Kong. Le film débute par la destruction d'un navire dans les eaux japonaises par une lumière intense. D'autres navires, puis enfin une île, sont détruites par ce phénomène mystérieux. Une équipe scientifique est alors chargée de l'enquête et découvre le monstre responsable de tout ça, Godzilla. Dans le récit, Godzilla est la personnification extrême de la bombe. Une peau noire comme la suie, boursouflée comme les survivants de la bombe d'Hiroshima, il crache un rayon de mort et de radiation qu'il laisse d'ailleurs sur son passage. Selon l'un des scientifiques du film, il serait d'ailleurs né des essais nucléaires, à l'époque américain. Il détruit les villes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Dans le film, il finit par ravager Tokyo. En parallèle, un autre thème est introduit dans le récit, celui de la science déchaînée qui crée des engins de mort incontrôlables, personnifiés par l'arme retenue contre Godzilla, l'Oxygen Destroyer. Face à sa création, le docteur Serizawa prend peur et tente plusieurs fois de détruire son arme. Ses amis arrivent à le convaincre, mais il préférera mourir avec Godzilla lors de son utilisation pour emporter avec lui son invention. D'ailleurs, à la fin du film, l'un des protagonistes met alors en garde contre de nouvelles menaces, un monologue destiné aux spectateurs. Le monstre est mort. C'est une victoire, mais une victoire sans lendemain. Les hommes continueront à expérimenter des engins de mort toujours plus terribles. Et l'on verra surgir du fond de l'océan d'autres monstres. Et la civilisation des hommes périra tout entière. Un discours qui rentrera en résonance avec celui de Robert Oppenheimer, responsable de la création de la bombe A. Now I am become death, the destroyer of worlds. Godzilla est un produit de son temps, et son succès, plus de 9 millions d'entrées, est aussi dû à l'actualité que le long métrage a su utiliser. Car quelques mois avant le film, en mars 1954, l'essai de la plus puissante bombe américaine H, Castle Rock, dans les îles Marshall, va créer un véritable scandale. 14 jours après cet essai, un navire japonais, le Dragon chanceux numéro 5, accoste dans un port au sud du Japon. Les marins ont des nausées, des brûlures, saignent parfois des yeux. Ils sont transportés immédiatement à Tokyo. Ils racontent alors leur péripéties. Après avoir vu une lueur dans le ciel, l'explosion de la bombe Castle Bravo, une pluie de particules radioactives, surnommée cendre de la mort par les marins, tombe pendant plus de 3 heures sur le bateau, ramassé à la main par les pêcheurs. Quelques mois plus tard, l'opérateur radio meurt d'irradiation, première victime d'une bombe à hydrogène. En reprenant la séquence d'ouverture du film, on pourrait tout à fait remplacer le souffle mortel de Godzilla par celui de la bombe. La Toho surfera sur cette menace nucléaire avec 2 autres films, The Ashman en 1958 ou Matango en 1963. Des histoires de radiation qui ont créé des monstres radioactifs, dangereux, incontrôlables. Pourtant, en l'espace de 10 ans,
le monstre Godzilla va peu à peu se métamorphoser. Le kaiju devient l'égal du kami, cette divinité qui peut être aussi néfaste que bénéfique dans la mythologie nippone. Le lézard géant est devenu désormais le défenseur du peuple, tant dans la fiction que dans la réalité. Car dès 1966, la première centrale nucléaire civile voit le jour. Godzilla devient ainsi le représentant culturel du Japon, le monstre est un parfait représentant de la nouvelle puissance japonaise. Il ira même combattre King Kong, cette figure de la culture américaine. Puis finalement Godzilla deviendra un monstre que les enfants adorent, et les films ne parleront plus des dangers du nucléaire avant un moment, préférant les situations nanardesques. En 1968, le Japon a dit qu'il ne développera jamais l'arme nucléaire, le principe des 3 non. Pas de fabrication, pas de possession, ni d'achat d'armes nucléaires. Pendant ce temps, la fascination pour les nouvelles technologies, inspirée par le succès d'Astro Boy, va créer un nouveau genre, le mecha. De nombreuses séries sortent alors, prenant son origine dans Tetsujin 28 Go ou Mazinger Z, où pour la première fois, un robot est piloté de l'intérieur. Des robots héroïques comme Goldorak, qui arrivent sur les écrans japonais en 1975 et 4 ans plus tard dans le fameux Club Dorothée. Mais c'est un animé, précurseur dans le genre, qui va à nouveau amener le traumatisme nucléaire sur les écrans de télévision, Yamato, le croiseur de l'espace. Cet animé manga, sorti simultanément en 1974, raconte l'histoire d'un équipage à bord d'un ancien croiseur de la Seconde Guerre mondiale, réhabilité en vaisseau capable de traverser les étoiles. Son but, récupérer à l'autre bout de la galaxie un appareil qui pourrait décontaminer la planète bleue, harcelée par des impacts de météorites qui ont fait de la Terre un désert radioactif. Cet animé fascinant mélange donc les craintes nées de la fin de la guerre, mais pas que. Son créateur, Leiji Matsumoto, a découvert les mangas grâce au travail d'Osamu Tezuka bien sûr, et débute sa carrière en dessinant des mangas pour des jeunes filles. Le futur mangaka avait 7 ans lorsque les 2 bombes explosèrent au Japon. Même s'il ne fut pas touché physiquement, l'événement le marquera à vie. En grand fan d'astronomie, c'est vers la science-fiction qu'il va peu à peu se tourner, influencé bien sûr par les dessins de Mézières pour la BD Valérian. En créant la série Yamato, Leiji Matsumoto joue sur 2 tableaux. Tout d'abord le traumatisme de l'attaque nucléaire de 1945 et aussi une certaine fierté nationale exacerbée, un angle qui plaira à coup sûr au public. Le fait de prendre le croiseur Yamato n'est pas un hasard, car bien que ce nom ne vous dise rien, ce croiseur a réellement existé. Achevé en 1941, le navire est un monstre, le plus grand cuirassé jamais construit. Il servira longtemps de navire amiral et reste alors un symbole militariste du Japon et de sa grandeur. Il effectuera sa dernière mission en 1945 à Okinawa, dans une mission suicide qui construira encore plus sa légende. Son histoire est d'ailleurs racontée dans le 2e épisode, sans parti pris, jouant cependant sur la fibre patriotique, notamment avec ce plan d'un aviateur américain saluant le coulage du bateau. D'ailleurs, Matsumoto explique bien que ce croiseur, conçu par la guerre, est aujourd'hui un signe d'espoir. Tout le symbolisme vient que le Yamato puisse lutter contre les radiations et même réussit à survivre à la bombe elle-même, une sorte de douce vengeance. Dernière subtilité, le mot Yamato signifie souvent le Japon en termes poétiques. Sa renaissance dans l'anime est donc fortement chargée de symbolisme, c'est toute la nation qui renaît avec lui sous un soleil couchant. La série Yamato est précurseur du space opéra bien avant Star Wars qui sortira 3 ans plus tard. Il faudra néanmoins attendre le long métrage et la 2e série pour que l'anime rencontre un franc succès. Leiji Matsumoto créera 4 ans plus tard une nouvelle série avec un personnage qui est devenu culte, un certain pirate de l'espace, Albator. C'est à ce moment précis que le Japon connaît l'anime boom, des œuvres plus matures qui arrivent sur les écrans de l'archipel, avec encore une fois les angoisses et les peurs de tout un peuple.